Père Lucide, ça a commencé sur France 2? Ça a commencé sur France 2. D'entendre que son fils aurait pu commettre l'irréparable. Oui, j'ai ce doute. Voilà. Vous entendez? Tant que j'ai pas de réponse claire. Là, vous entendez, non? Des mots qui ont pesé à l'audience et qui pourraient être lourds de conséquences. C'était pour la maman de Jubilard. Cédric, là. Je suis consciente que ça va le desservir, oui, certes. Mais si ça peut aider à faire éclater la vérité pour mes petits-enfants, moi, c'est ce qui m'importe. Pour qu'ils puissent grandir et évoluer le plus sereinement possible, tout en sachant qu'ils n'ont plus leur maman et que leur papa est incarcéré. Nadine Fabre a fait le choix d'être une grand-mère avant d'être une mère, car dit-elle, pour Louis et Elia, je veux la vérité, coûte que coûte. Cédric Jubilard, lui, a aujourd'hui encore clamé son innocence. Elle est courageuse, la maman. Ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile, mais en fait, ce qu'elle dit, c'est vrai, en fait. Si ce qu'elle doit dire, en gros, ça va permettre de connaître la vérité, même si ça dessert son fils, ben, c'est ce qui importe. Sa mère, elle a fumé une clope dans la cour du tribunal alors qu'elle n'avait pas le droit, personne n'a osé lui dire. C'est vrai? Ça doit pas être facile. Je pense que... Bon, je suis pas maman, comme je viens de vous le dire. Mais personnellement, je pense que si mon enfant fait quelque chose de répréhensible, je voudrais à tout prix déjà qu'il l'assume et qu'il en prenne la pleine responsabilité, l'entière responsabilité, et surtout que justice soit faite, même si c'est mon enfant. Parce que ce n'est pas le servir, c'est le desservir que d'essayer de camoufler à tout prix s'il fait quelque chose de mal, pour moi. Si même sa mère ne croit pas à son innocence, ça veut dire beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je réitère, mais parce que c'est important, tous ces témoignages et tout ce qu'on a pu voir, pour l'instant, je sais pas si ça va permettre de le condamner, parce que ce ne sont pas des preuves. On peut faire toutes les interprétations qu'on veut, et vous le savez que moi, mon interprétation que j'en fais, c'est qu'évidemment, c'est que ça pue du cul et qu'il a l'air coupable. Mais encore une fois, on n'a toujours pas de preuves. On va voir ce qu'elle dit, peut-être qu'elle va amener des éléments de preuve, je ne sais pas. Mais très honnêtement, cette affaire, c'est très très compliqué. Hein. Pipa, tu es la maman du peuple. Arrêtez, s'il vous plaît. Je ne peux pas prendre cette responsabilité. Elle n'a pas assumé son rôle de mère, donc elle va sûrement rattraper avec ses petits-enfants. C'est vrai que comme, oui, elle n'a pas été présente pendant son enfance, peut-être qu'elle ressent peut-être une certaine culpabilité. C'est un moment compliqué pour elle. Elle voit son fils comme un monstre et derrière, elle doit garder la face pour son petit-fils. Et sa petite fille. Merci beaucoup, PoG 1997, pour ton Prime. Merci beaucoup. N'oubliez pas, les amis, que vous pouvez donner votre Prime. Ça veut dire quoi, donner son Prime? Ça veut dire que vous avez un compte Amazon Prime, vous reliez votre compte Prime avec votre compte Twitch et vous avez la possibilité d'offrir, c'est gratuit pour vous, un Prime, un abonnement à votre streameuse Pipa Reddington, votre streameuse préférée. Allez les amis, on va commencer un trade de la journée, de la 11e journée, et ça sera normalement la mère de l'accusé, Cédric Jubilard, qui va témoigner. Trade de Juliette Compion commence. Bonjour à tous. Mercredi 8 octobre, 11e jour d'audience au procès de Cédric Jubilard. On entend sa maman ce matin, la maman de l'accusé de 38 ans. L'audience est ouverte. Nadine Jubilard est à la barre. Cheveux blonds au carré, haut blanc, veste bleue. Elle est partie civile dans ce dossier et ne prête donc pas serment. La présidente lui demande ce qu'elle souhaite ajouter ou préciser par rapport à ce qu'il a pu être dit de la vie de son fils jusqu'ici. J'assume qu'à moitié d'être abonné à Amazon autant que ça serve à quelque chose. Exactement. Sache que grâce à ton abonnement Amazon, tu permets de soutenir le stream aujourd'hui. Donc, quelque part, tu payes pour l'anticapitalisme. Alors, on continue. Là, du coup, la présidente lui demande si elle souhaite ajouter quelque chose. Je tiens à dire que je n'ai jamais abandonné mon fils. Je me suis retrouvée dans une situation de ma vie où j'étais à la rue et pour protéger mon fils, j'ai demandé de l'aide. C'est comme ça qu'il a été mis chez Monsieur et Madame M, déclare-t-elle en préambule. Elle fait référence à la première famille d'accueil de Cédric Jubilard. Nadine Jubilard a eu son fils à 16 ans et demi. 16 ans et demi 16 ans et demi. Déjà, quand tu dis et demi, c'est que ça pue.
C'est que t'es trop jeune quand tu les comptes en demi. Oh, mon Dieu, putain, 16 ans, un enfant. En plus, le pire, c'est que ça existait même à mon époque. Enfin, ça existait à mon époque. Elle est encore plus âgée que moi, mais c'est quand je vois aujourd'hui les jeunes de 16 ans, j'arrive pas à imaginer. Je sais pas. C'est trop petit, c'est trop jeune. C'est pas possible. Cédric Jubilard n'a pas eu de contact avec son père biologique jusqu'à ce qu'il ait 13 ou 14 ans, où il a dit qu'il voulait le rencontrer, ce que j'ai tout à fait compris, et j'ai accédé à sa demande. J'ai fait les démarches et des recherches pour le retrouver, relate-t-elle. Ils se sont vus 2 ou 3 fois. Il devait voir avec un avocat pour qu'on mette les choses au clair. J'attends toujours le coup de fil de son avocat. Quel regard portez-vous sur son enfance et ses difficultés, lui demande la présidente. Nadine Jubilard souffle. Un silence s'installe. C'est compliqué pour moi d'en parler, finit-elle par dire. Oui, on peut imaginer. On est là pour trouver des éléments d'explication et vous êtes une des mieux placées, répond la présidente. La présidente, elle est patiente avec elle. 16 ans, la pauvre, c'est encore une enfant à cet âge-là, exactement. J'ai toujours ressenti de la culpabilité de ne pas avoir été capable de m'en occuper, bien que j'ai fait des choses pour le mettre à l'abri de ses difficultés, mais j'ai toujours ressenti de la culpabilité envers lui, explique Nadine Jubilard. La présidente note que des faits de violence physique sur Cédric Jubilard ont été rapportés de la part de son compagnon, Olivier F., avec qui elle est toujours. Elle répond à côté. C'est vrai que Cédric, quand il est revenu à la maison, je venais juste d'avoir son petit frère, j'étais moins présente pour lui, moins disponible, et j'avais un sentiment de culpabilité, donc je le laissais faire tout ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'on a dit en début de live ? Les parents, c'est le cadre. Il faut encadrer. C'est le rôle des parents. Elle ajoute. Mais en plus, elle répond quand même à côté de la plaque. À la base, elle lui a dit, bon, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des violences physiques ? Et elle lui dit, oui, non, mais en fait, j'étais pas trop dispo. Elle ajoute, il avait des problèmes de comportement, j'ai baissé les bras, et après, il faisait ce qu'il voulait. C'est tout ce qu'il faut pas faire avec un enfant. Bref. Comment on fait pour élever un enfant à 16 ans et demi quand on n'est ni construite ni même adulte ? Ça donne ça. Ça donne quelqu'un qui ne peut même pas, qui ne peut même pas avoir d'autorité sur son enfant, qui ne peut pas l'encadrer, qui ne peut pas le protéger, qui ne peut pas l'aider à se développer. Mais elle-même, c'est une enfant. Ça veut dire qu'elle a eu un rapport à 15 ans. Oui, probablement. Elle est toujours avec le gars qui a frappé Cédric. Attendez, c'est lui le beau-père qui l'a frappé ? Attendez, j'ai tout mélangé, excusez-moi, c'est moi, vous avez raison. La présidente note que des faits de violence physique sur Cédric Jubilard ont été rapportés de la... Attends, les faits de violence, ils sont rapportés de la part de son compagnon ou ils ont été causés par son compagnon, Olivier ? Ah, c'est lui ? Donc elle est toujours avec l'homme qui a battu son fils. Oui. C'est lui qui le maltraitait. Lunaire. On continue. J'avais compris que c'était elle qui l'avait peut-être violenté. On continue. Elle ajoute. Du coup, il avait des problèmes de comportement, j'ai baissé les bras et il faisait ce qu'il voulait. La présidente revient sur les faits de violence concernant son compagnon. Donc c'est bien ce que vous me dites. C'est bien ce que vous me dites. Oui, Olivier a pu être, 3 petits points, violent. Le mot ne me plaît pas. Nadine ! Comment ça, le mot te plaît pas ? Comment le mot te plaît pas ? Mais il a pu corriger Cédric, oui, par moment. Eh bien, encore une fois, j'ai pas réagi, explique Nadine Jubilard. Écoute, Nadine, on comprend la culpabilité, t'avais 16 ans, t'as pas pu t'en occuper, donc tu culpabilises, etc. Mais comment tu dis le mot violent, tu n'aimes pas le mot, alors que tu es au procès de ton fils, qui lui-même a du mal à dire que oui, il a été violenté, que oui, c'était pas normal ce qu'il a subi en termes de maltraitance. Ah, je suis pas d'accord, Nadine. Ah là 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 là, Nadine, tu viens de m'énerver, là. Nadine Mouk. non, mais là, c'est... Non, putain.
Les rares moments où j'ai eu de l'empathie pour Cédric, c'était quand il parlait de son enfance et quand il ne se rendait même pas compte que ce qu'il avait vécu, ce n'était pas normal. Que sa mère vienne à la barre et devant tout le monde et devant nous dire non, le mot violent, ça me va pas, ça ne va faire que renforcer le fait que ce qu'il a subi, c'est normal, et ce qu'il fait subir à son fils Louis, c'est normal. Elle est maltraitante aussi. Bah, quelque part, oui. Si la mère ne peut pas mettre des mots sur la violence, le fils forcément peut rencontrer quelques difficultés avec la notion de violence. C'est un euphémisme. Ouais. Ah là 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 là. Merci beaucoup, petit recueil, pour les cheers. Merci pour vos cheers. J'aime trop le truc des cheers. C'est trop mignon. Ah là 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 là. Elle l'enfonce en s'excusant elle-même. Franchement, là, je vous jure, j'arrive pas à comprendre le... Surtout que normalement, elle a dû cogiter, elle veut pas reproduire les mêmes erreurs, elle veut peut-être se rattraper par rapport au fait que elle ressent de la culpabilité de l'avoir abandonné, etc., etc., de pas avoir été à la hauteur en tant que maman. Ah, ça, cette phrase, putain, on vient de commencer, déjà, c'est déni de la maltraitance. Ouais, elle est dans le déni, hein. Malheureusement, c'est très fréquent. On le voit aussi, par exemple, avec le procès Pellico, où Gisèle, elle est pas du côté de Caroline. Elle veut pas la traiter comme une victime parce que pour elle, elle l'est pas vraiment, quoi. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc dans les familles où, je sais pas, il y a comme des sujets un peu tabous, un peu parce que voilà, tu dois être dans un certain déni, parce que c'est trop dur d'assumer, de regarder en face le mal, quoi. Je comprends pas comment on peut choisir quelqu'un plutôt que son enfant. Mais en plus, ça y est, le choix, elle l'avait fait, entre guillemets. La vie a suivi son cours. Cédric est devenu lui-même papa une fois, puis une deuxième fois. Sa femme disparaît dans de mystérieuses circonstances. On ne sait pas où elle est. Ses petits-enfants n'ont plus de maman. Tout comme son fils n'avait pas de maman non plus. Son fils a maltraité ses enfants. Je sais pas, tu veux pas essayer voilà. De soigner un peu tout ça, quoi. Pourquoi il a fait mal au gosse? Ben oui, il a maltraité ses enfants. Elle aussi le battait, mais je crois pas, sinon elle lui aurait demandé. Après, peut-être on va découvrir d'autres choses. Ah oui, le tabou, c'est parce que ça les remet en cause eux-mêmes. C'est vrai, puisque tu te dis, ben oui. En plus, elle le dit, regarde, elle le dit. Elle dit, oui, le mot violent ne me plaît pas, mais il a pu corriger Cédric, oui, par moment. Et encore une fois, j'ai pas réagi. Donc, elle sait que le fait qu'elle ne réagisse pas à cette violence, et il faut dire le mot violence, ben, c'est pas normal. On continue. Franchement, je suis très déçue, là. Je suis vraiment très déçue. Quand on a découvert que Cédric fumait en cachette au collège, on était allé acheter un paquet de gitane et on lui a fait fumer. On lui a fait fumer toute l'après-midi dans l'espoir de lui couper l'envie de fumer. Mais écoutez les amis, c'est un super tuto pour arrêter de fumer, pour empêcher vos enfants de fumer. Si jamais vous les coincez en train de fumer, ça a super bien marché avec Cédric. Parce que du coup, il fumait pas que des clopes, il fumait 10 à 15 joints par jour. C'est une super méthode d'éducation. Ah, je recommande. Ouais, c'est dans le manuel Montessori pas. Monter pleure. Je peux pas cautionner la maltraitance des enfants. Moi non plus. Là, franchement, et même ça n'a aucun sens de faire ça. Tu es en train d'utiliser quelque chose qui est addictif. Parce que c'est addictif, le tabac. Et tu dis, pour pas qu'il soit addict, je vais lui en donner plus. S'il prend de la coke, tu vas faire pareil. Je vais dire, tiens, prends. Alors, tu vas prendre 10 rails de coke. Allez. C'est de la folie. It's the folie. C'est hallucinant. Et le pire, c'est que j'ai déjà entendu ça. Je l'ai déjà entendu. C'est pas la première fois que je l'entends. Le fait si tu coinces ton ado en train de fumer, tu lui fais fumer tout le paquet et tout. Mais en fait,
Je peux comprendre, concevoir qu'en tant que parent, t'as pas envie que ton enfant fume, mais ça n'a aucun sens de faire ça, ça n'a aucune logique. Contre l'héroïne, on fait comment? C'est pareil, c'est la même technique. En plus des gitanes, ah ouais. De quoi vraiment le rendre addict à la nicotine. Mais de fou. De fou. J'aime pas les gens qui se droguent. Écoutez, on n'est pas là pour juger les gens qui se droguent, les gens qui ont, qui ont des problèmes d'addiction. Moi, jamais je ne les jugerai. Mais par contre, je ne conçois pas qu'un parent, pour empêcher l'addiction de son enfant, qui tombe dans une certaine addiction, il lui fasse subir ça. Enfin, ça n'a pas de sens. Mon grand frère a fait pareil à mon père au début des années 70. Et du coup, il a continué de fumer ou pas? Trop dur d'éduquer correctement et de soutenir son enfant. C'est pour ça que quand quand on le comprend, on réfléchit à 2 fois avant de faire des enfants. Ouais, les gitanes, c'est chaud. J'ai jamais goûté gitane, mais je me rappelle une fois, j'avais goûté... comment ça s'appelait? Des Winston, je crois. Mais j'ai fait... C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. On m'avait dit en plus que vraiment ça arrachait la gorge, mais je comprends même pas comment on peut fumer ça. Vraiment, faut avoir des poumons. Il y a plus de poumons, quoi. C'est pour le dégoûter, soi-disant. Mais oui, mais tu ne peux pas dégoûter quelqu'un avec un produit qui a un potentiel d'addiction certain en lui en donnant plus. Je sais pas si c'était des Winston ou des Gitanes, en vrai, je me rappelle plus. Mais c'était dégueulasse. C'était horrible. J'ai cru que ma gorge allait s'arracher. Je prends des Winston Blue, elles sont pas... Mais c'était peut-être des Gitanes, en fait. Je suis en train de... Peut-être c'était ça, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que c'était pas... c'était vraiment des... C'était considéré fort. Et je suis là, ah bon, c'est vraiment fort? Voyons. Ben, j'ai vu la lune. Hein. On continue, les amis. Franchement, c'est incompréhensible. Donc, aujourd'hui, elle affirme que son couple avec Olivier est pratiquement mort. Mes cousines, mais pardon. Rien n'évolue, on est des colocataires. Mais alors, c'est le moment idéal, au procès de ton fils, de peut-être dire que ce qu'il a vécu, c'est pas normal. Que ce qu'il lui a fait vivre, c'est pas normal. Je sais pas, moi. Tout se soigne, toute addiction, évidemment. Mais il faut de la volonté. Il faut de la volonté et il faut aussi... Il y a tout un contexte, évidemment. Mais évidemment que toutes les addictions se soignent. Vraiment, il y a des gens qui sortent d'addictions très, très fortes. Mais il faut être soutenu. Enfin, c'est pas facile. C'est pour ça que moi, je juge pas. Hein. Jamais je jugerai quelqu'un qui a une quelconque forme d'addiction. C'est très compliqué. Hein. L'addiction, c'est une maladie selon les contextes, faut pas juger. T'as raison. Exactement. Merci beaucoup, Eline. 0705 pour avoir claqué ton prime. Merci beaucoup. En plus, mais tu viens de créer ton compte en plus. Mais vous créez tous des comptes pour me donner vos primes. Mais vous êtes fous. Mais merci beaucoup. On n'est pas tous égaux face à l'addiction. Aussi, Amira, exactement. C'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. C'est pour ça, ne jugeons pas. Mais encore plus, quand tu le sais, tu ne vas pas mettre sous le nez de ton enfant quelque chose qui est un produit qui peut lui causer une addiction, tout ça pour qu'il arrête. C'est pour ça que ça n'a pas de sens. Vraiment. Je suis addict à toi, Pipa, mais moi aussi, je suis addict à vous. Allez, on continue. Du coup, le couple avec Olivier, c'est mort. C'est mort, rien n'évolue, ils sont colocataires. Mais vous n'êtes pas divorcés, vivez toujours sous le même toit, lui demande la présidente Hélène Ratino. Oui, répond Nadine. Qu'est-ce que vous diriez du caractère de votre fils, lui demande Hélène Ratino. C'est une pile électrique, toujours sur le qui-vive, toujours à bouger, c'est compliqué. Il est entouré de beaucoup d'amis, il sortait beaucoup. Détaille-t-elle. Elle a constaté un grand changement dans son comportement à partir de 2019. Il était impulsif, il parlait fort, il criait même. Il fallait à tout prix qu'il ait raison, même si je lui prouvais par A plus B que c'était moi, ou sa sœur, ou autre qui avait raison, détaille-t-elle. Mais ça, on l'avait déjà vu dans les témoignages des proches. Qui devait toujours avoir raison, c'est lui, il a raison. J'ai mis ça sur le compte de sa consommation de stupéfiants, quand on est en manque à un moment donné. On est sur les nerfs, on ne supporte rien et on s'emporte vite, analyse-t-elle.
La présidente lui demande de décrire sa belle-fille. Nadine Jubilard parle d'une femme douce, timide, réservée, jamais un haut plus haut que l'autre, aimante avec ses enfants. C'est une personne que j'apprécie et que j'aime énormément. Elle s'est corrigée, elle a dit c'était une personne et après elle a dit c'est. Au moment où Delphine lui parle de sa volonté de divorcer, elle se souvient qu'il ne voulait absolument pas perdre la maison et le terrain. Il est venu nous demander si mon mari et moi, on accepterait de devenir ses locataires dans la maison de Cagnac. Et il est revenu pendant plus d'un mois sur le sujet, chaque fois qu'il venait à la maison, se souvient Nadine Jubilard. Mais en fait, il n'avait rien à foutre de Delphine. Hein. C'était vraiment la maison et les terrains. Mais elle et son compagnon Olivier ont refusé cette proposition. Elle affirme avoir essayé de lui faire accepter le divorce. J'ai essayé de lui faire admettre, de l'aider du mieux que je pouvais, rapporte-t-elle d'une voix posée, précisant lui avoir transmis le contact de son avocate et l'avoir accompagné au rendez-vous. Il a eu besoin que maman le prenne par la main pour aller chez l'avocate, quoi. Oh là là. Sa maison, c'est sa vie. Mais en fait, je pense que pour quelqu'un comme Cédric Jubilard, la maison, ça représentait quand même une certaine réussite, quoi. Surtout pour quelqu'un qui a été en famille d'accueil, qui a été en foyer, qui a été abandonné. Si on creuse un peu dans la psychologie, on peut se dire que ouais, pour lui, la maison, ça représentait vraiment... Delphine aussi, hein, représentait quelque chose, une base stable et solide, quoi. Mais oui. Je peux comprendre, j'arrive à comprendre, mais enfin bon, quand même, frérot. Du coup, est-ce qu'il avait accepté le divorce, le demande la présidente. Au début, non, et j'ai eu le sentiment qu'à force de le travailler, entre guillemets, oui, répond-elle. La présidente insiste. A-t-il vraiment accepté ? Oui, il n'avait pas le choix, répond la mère de l'accusé. Ce n'est pas accepté, ça, commente la présidente. Ouais. Si, au fond de lui, il ne l'a jamais accepté, tout ce qu'il m'a fait transparaître à moi, c'est qu'à force, il avait accepté, répond Nadine Jubilard. La présidente dubitative cite les propos de Cédric Jubilard, qu'il aurait tenus devant sa mère et qu'elle a rapporté en audition face aux gendarmes. « Je veux pas divorcer, je veux pas vendre la maison, je l'aime », lui aurait-il confié 10 jours avant la disparition. Je pouvais comprendre qu'il ne veuille pas divorcer, je pouvais le comprendre, mais dans mon esprit, il avait accepté l'idée et il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas faire autrement, explique Nadine Jubilard à la barre. « Pourquoi c'est vous qui appelez l'avocate et pas lui ?» interroge Hélène Ratino. À cette époque-là, Cédric s'est reposé sur moi pour beaucoup de choses, et notamment pour prendre rendez-vous avec l'avocate. Et qu'est-ce que ça représentait de perdre cette maison pour lui, demandait la présidente ? La perte d'un statut social, familial, son statut d'homme, répond Nadine. C'est vrai, c'est exactement ça, ce que je disais. Hélène Ratino lui demande de revenir sur des propos menaçants que Cédric Jubilard aurait tenus devant sa mère. C'était sur le parking de mon lieu de travail, déclare-t-elle très émue. Elle s'arrête, se mouche. C'était un matin. Ne me demandez pas le jour, je ne m'en rappelle pas, poursuit Nadine Jubilard. Il était venu au magasin, et il avait Elia, sa fille. C'est un peu après l'ouverture et je lui ai dit « J'ai pause dans 5 minutes, je te rejoins, on ira fumer ». Je l'ai trouvé énervé et agité, se souvient-elle. Il s'est tourné en mettant Elia dans la voiture et il m'a dit « J'en ai marre, elle m'énerve, je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne va la retrouver ». Je n'ai pas compris la portée de ces mots au départ. Quand il m'a dit ça, articule-t-elle en pleurant. Je lui ai dit « Arrête de raconter des conneries ». Pour moi, c'était une phrase qu'il disait sur le ton de la colère. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir donné plus de sens à cette phrase, ajoute-t-elle en pleurs. En garde à vue, vous aviez expliqué que vous vous situez à ce moment à peu près 3 semaines avant la disparition. On est donc début décembre, précise la présidente. Et le matin du 16 décembre 2020, Nadine Jubilard est chez elle. Et chez elle, du coup, elle est arrêtée pour suspicion. Elle est arrêtée, ok, arrêtée dans le sens, elle travaille pas, pour suspicion de Covid. Elle se lève, constate que son fils a essayé de l'appeler, elle le rappelle et lui dit « Monte !» Ce n'est pas une demande, c'est un ordre, se souvient-elle. Elle prend donc sa voiture et se rend à Cagnac-les-Mines. Elle prend sa voiture et se rend à Cagnac-les-Mines, à une quinzaine de minutes de chez elle. Je le trouve très, très, très agité. Il me dit « Delphine a disparu », relate-t-elle. Cédric Jubilard se rend au commissariat pour être entendu. Je devais gérer les enfants et je ne voulais pas je ne voulais éveiller aucune inquiétude. Et dans mon esprit, Delphine n'avait pas disparu dans le mauvais sens du terme. Elle était juste peut-être partie avec son amant, rapporte-t-elle. Elle affirme que pendant les 2h30 passées à leur domicile, elle n'a pas fait le ménage ni lavé la fameuse couette. La présidente cite ce qu'elle a déclaré en audition le 16 décembre 2020, le soir de la disparition. Elle se demandait si Delphine n'aurait pas voulu donner une leçon à son mari. « Mais si ce n'est pas ça, j'espère que mon fils n'a rien fait », avait-elle ajouté.
Était-il capable d'avoir fait du mal à sa compagne? Je pense que non, mais au vu de ce que Louis a raconté, on peut tout imaginer, avait-elle répondu. Aujourd'hui, elle affirme ne pas savoir à quoi elle faisait référence. Elle explique avoir posé directement la question à son fils et il m'a dit non, je n'ai rien fait, rapporte-t-elle. Vous avez évoqué des possibilités pour expliquer la disparition de son épouse, lui demande Hélène Rattino. Étant fan de tout ce qui est fait divers dans ma tête, il y a plein d'hypothèses qui se sont entrechoquées, explique Nadine Jubilard. Et notamment une, puisque Cédric m'avait rapporté que Delphine ne mangeait plus de porc depuis quelque temps. Non, on y retourne. Oh non, le djihad ne mangeait plus de porc depuis quelque temps et qu'un jour, il avait trouvé à genoux sur un tapis en train de prier. Donc oui, j'ai parlé de la piste Daesh, reconnaît-elle à la barre. Pas le canapé. Non, mais s'il te plaît, Nadine, s'il te plaît. C'est pas parce qu'on mange plus de porc qu'on s'est converti à l'islam. Il y a des gens qui mangent plus de porc parce qu'ils veulent faire attention à leur santé ou parce qu'ils sont devenus véganes ou parce que le porc c'est du gras, que truc, que machin. Hein? Voilà, ça arrive. Ça arrive. C'est pas forcément qu'on va aller vers le djihad. C'est quoi ces préjugés de merde? En fait, c'est vraiment genre, ouais. Tu manges pas de porc? Ah, t'es musulman? Non. Oh putain, si ça se trouve, elle est devenue juive. C'est vrai que les juifs aussi ne mangent pas de porc, c'est vrai, j'avais oublié ça. Moi, je mange pas de porc parce que je n'aime pas. Bah voilà. Donc, tu vas faire le djihad bientôt? Tu vas faire le djihad ou pas? Tu y vas? Tu me tiens au courant. Pas de porc, djihad. D'une gênance, cette histoire de djihad. Ah, franchement, c'est horrible. Le canapé bientôt dans vos salles. Ah, ça serait trop bien. Un film qui s'appelle Le Canapé. Et genre, ce serait un film qui commencerait avec une femme qui prie sur son canapé avec les mains comme ça, et qui au final va faire la guerre. Enfin bref. Elle faisait peut-être du yoga ou du pilate, mais oui, bien sûr, c'est possible. Hein. Puis même, peut-être que elle avait besoin, je sais pas, elle avait besoin de parler avec une entité qui, bon... Les juifs ne prient pas sur le canapé. Non, mais les juifs... Non, mais je sais, je parlais du porc. Ils mangent cachère et tout. Mais non, je parlais pas de personne ne prie sur le canapé. Il y a aucune religion qui voilà. On peut la créer si vous voulez. Hein. On peut faire une religion. On fait notre petite secte. Hein. Il y aura une prière à faire sur le canapé matin et soir. Non, mais c'est bon. Appelez-moi la DGSI. Je mange pas de porc et plus je prie. Oh merde. Putain de merde. Quand même. Fais gaffe quand tu fais du yoga. C'est vrai que moi, je fais du yoga en plus. Je fais du yoga et tout. Bon. Moi, ça m'arrive de manger du saucisson sur mon canapé. Ça fait quoi? Mi-mousseline, bon. Ah, franchement, c'est n'importe quoi. Allez, on continue. Du coup, elle aussi, elle s'est dit Daesh. Elle a également évoqué la piste d'une secte. Mais attendez, je comprends. Mais attendez. Quels étaient les signes? Moi, c'est ça qui m'interpelle et qui m'interroge. Comment tu peux parler de conversion à une religion ou même de rentrer dans une secte? Il n'y avait aucun signe, il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a pas de comportement qui était différent ou qui laissait penser ça. Je vais continuer pour voir c'est quoi ses arguments, mais... Et là où j'étais confortée dans cette idée, c'est quand mon fils est venu me ramener un courrier nominatif qu'avait reçu Delphine des témoins de Jéhovah. J'ai dit, amène ça à ton avocat, elle est peut-être partie là-bas. Mais oui, mais il y avait écrit quoi sur le courrier? Merci Delphine Ossagel d'avoir rejoint la secte. La secte de témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah et Islam, quel rapport? Ben, c'est un des deux, quoi. C'est un des deux. Franchement, je vous jure, c'est fatigant. La présidente lui demande de revenir sur un incident qui a eu lieu chez une amie à elle, Myriam B., que celle-ci a rapporté aux enquêteurs. Nous avions toutes les deux un humour très, très décalé. Et ce jour-là, on était sur le canapé, et Elia prenait un coussin et tapait sur le visage de je ne sais plus qui. Et dans l'euphorie de la bêtise du moment, j'ai dit « Tu vas pas faire comme ton père », relate-t-elle. Nadine Jubilard a ensuite ajouté « Oups, c'est sorti tout seul. Vous aviez reconnu que c'était de l'humour très, très mal placé, commente la présidente ?»
Nouvelle religion, le canapisme. On prie allongé, direction la télé. Un rituel sacré, chips dans la main droite, télécommande à la gauche. J'adore. Elle a reçu un courrier nominatif des témoins de Jéhovah. Oui, mais d'accord, mais tu ne quittes pas père et mère, enfin enfant et amant, pour le coup c'est ça, pour rejoindre des témoins de Jéhovah, sachant que ton comportement n'a pas changé, dans son discours ça n'a pas changé, même si elle avait peut-être envie de les rejoindre, elle aurait peut-être dit à son amant, écoute, les témoins de Jéhovah c'est le feu, viens on y va et tout. Je sais pas moi. Mais par contre là l'humour, bah, c'est une blague. En fait, pour ceux qui n'ont pas compris, la petite, elle tapait sur le visage de quelqu'un, d'un enfant qui était là, et du coup, avec sa pote, elle était avec sa pote, la Myriam B, là, et elle, Nadine, elle a dit « Tu vas pas faire comme ton père ». J'adore l'humour noir, mais ça me fait pas rire, en vrai. Moi, j'aime beaucoup l'humour, j'adore rire. Et c'est du pipeau, cette histoire, ça tient pas debout, mais évidemment, c'est du pipeau, évidemment. Elle est dégoûtante, cette femme. Bah, franchement, j'aime bien l'humour de la daronne, en vrai, c'est bâtard. Ça peut vous faire rire, mais moi, franchement, c'est pas le genre d'humour qui me fait rire, vraiment. On sait d'où vient l'humour de son fils. C'est pas faux. Hein? La pomme n'est pas tombée très loin du bananier. On continue. C'est chelou, oui, franchement, oui, mais bon. Après, ça prouve rien, mais c'est juste que voilà. Bon, on continue. Ça fait rire ou ça ne fait pas rire. À la fin de l'audition et avant les questions des autres parties, la présidente lui demande si elle souhaite ajouter quelque chose. Oui. Ma constitution de partie civile en a choqué beaucoup et je le comprends. Mais si je me suis constituée partie civile, ce n'est pas en tant que maman de Cédric, mais en tant que mamie de Louis et Elia, explique-t-elle. Et si je peux découvrir la vérité pour eux, pour la sœur et les frères de Delphine, qui sont aussi impactés par tout ça, ajoute-t-elle, je me culpabilise de ne pas m'être investi un peu plus dans ma relation avec Delphine et je culpabilise de ne pas avoir pu entendre des choses que me disait mon fils. Tout ce qui compte, c'est le bien-être de ces petits et la vérité, conclut-elle. Vous voyez là, par exemple, ce qu'elle vient de dire, là? C'est facile, c'est très simple. J'en attendais pas moins de Cédric Jubilard. Un petit mot pour les enfants, ses petits-enfants, un petit mot pour les frères et sœurs, un petit mot aussi pour dire je culpabilise par rapport à ma relation avec Delphine. Normalement, quand t'as rien à te reprocher, que t'es bien avec toi-même dans ta tête, tu fais un petit mot comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Elle essaie de se dédouaner. Non, mais au moins, voilà. En fait, c'est pour l'image, même si c'est pas, voilà, mais pour l'image, c'est pas mal. Et Cédric Jubilard, ça, il a pas fait, quoi. Moi, c'est ça qui me surprend le plus. Après, son audition, c'est le 10, il me semble. J'espère qu'il va avoir un mot pour ses enfants. Moi, je n'attends que ça. Je suis en haleine. Je n'attends que ça. Je veux qu'il ait un mot pour ses enfants. Merde. Par contre, elle culpabilise pas d'avoir laissé son mari taper sur son fils. C'est vrai qu'elle n'a pas eu de mot pour ça. Elle a même dit, pour moi, le mot violence, c'est trop, ça va pas. Peut-être tu blagues pas sur le pire jour de la vie de tes petits-enfants, quoi. C'est pour ça que ça me fait pas tellement rire, même si j'aime l'humour. Salut, je te suis sur YouTube, maintenant sur Twitch pour monter tes stats. Si Delphine est partie avec Xavier, Xavier Dupont de Ligonnès. On a enquêté là-dessus. Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on a l'info? Non, mais elle est bipolaire. Je pense pas, mais après, bon, c'est bien qu'elle soit venue témoigner, mais c'est vrai moi, son témoignage, là, de ce que je constate, de ce que je vois, c'est que vraiment, elle et Cédric partagent un certain goût pour l'humour déplacé, et que je comprends aussi pourquoi Cédric n'arrive pas à concevoir, enfin, à accepter le fait qu'il ait été violenté et que ce n'est pas normal. Donc ça en dit long, ça en dit beaucoup. Est-ce sincère? En vrai, peu importe s'il a sa petite plaidoirie, c'était sincère ou pas sincère. Dans tous les cas, elle l'a fait, quoi. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle est avec Michael Jackson sur une île vers l'Argentine. Si tu es innocent, tu cherches ta femme, tu cherches la vérité, et lui, c'est pas le cas. Trop bizarre. Évidemment. Évidemment. En fait, le truc dans cette affaire, c'est que quand on interprète avec notre biais à nous, notre conviction, enfin, ça forge notre conviction que de la culpabilité de Cédric, évidemment. Mais là, encore une fois, moi, je pensais qu'elle allait peut-être... Bon, par contre, le témoignage, quand elle parle de la menace de mort, de toute façon, on le savait déjà ce qu'il avait dit. Mais ça, pour moi, ça forge mon opinion.
Mais encore une fois, c'est pas une preuve en soi. C'est pas une preuve. C'est ça qui est compliqué dans cette affaire et qui, personnellement, moi, me rend ouf. Vraiment, ça me rend ouf. Et très honnêtement, je vous assure que je suis très contente de ne pas être jurée sur cette affaire et de n'être que sur YouTube en train de vous donner mes théories et mon opinion. Parce que je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas comment les jurés vont faire pour se dépatouiller de tout ça. Très honnêtement. Ça va être très, très compliqué à juger comme affaire, vraiment. En plus, c'est une affaire qui est médiatisée, donc forcément, peut-être ça va avoir un petit impact sur le verdict, mais dans tous les cas, c'est très compliqué, vraiment, je vous le dis. Pas besoin de preuves dans le droit français, l'intime conviction existe. Oui, je sais. Mais imaginez, vous avez vu que ça vole pas très haut chez Jubilard. Imaginez que c'est quelqu'un d'autre. Imaginez la petite probabilité. Imaginez. Un témoignage n'est pas une preuve. Je sais, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis au contraire que à ce jour, encore là maintenant, on n'a pas de preuves tangibles. On peut faire toutes les interprétations du monde, et on les fait d'ailleurs, et ça forge nos opinions à nous. Moi, mon opinion, elle est forgée. Mais je veux dire, on n'a pas de preuves. Pour les jurés, là, pour pouvoir rendre un verdict, ça va être Bah ouais, ça va être juste leur intime conviction. J'ai été jurée aux assises et franchement, je sais pas comment ils vont faire. C'est trop dur d'avoir une intime conviction. Tu vois, c'est pas facile. Hein. Nous, on est tranquille. Nous, on a nos avis, on a nos opinions. Évidemment, quand tu lis tout ça, évidemment que t'as voilà, une probabilité, elle est comme ça de sa culpabilité. Mais dans tous les cas, là, si on parle vraiment en termes de droit français, parce que tu peux pas non plus juste venir et dire, ok, moi je pense que... Non, il faut te baser aussi sur la loi, quel texte de loi tu vas sortir pour pouvoir dire, voilà pourquoi on l'a condamné, etc. Ça va être très compliqué. J'appréhende le verdict final du procès. Ouais. L'enquête a été très mal faite, sinon ils l'auraient déjà grillé. Ils ont un QI à 2 chiffres, à l'évidence, chez les jubilards. C'est pas moi qui l'ai dit. Improbable pipa, il se défendrait bien plus que ça, je pense. Tu veux dire, s'il l'avait pas tué? Mais il peut être un profond, pardon du terme, mais un profond juste débile. Parce que regardez, rien que là, je vous dis que avoir un petit mot pour les proches de Delphine, pour ses enfants, etc., même ça, il l'a pas fait. Même ça, il s'emmerde pas à le faire. Donc, soit il en a rien à foutre, soit c'est un pur débile, je suis désolée. Ça me rappelle un épisode de Malcolm avec Loïs comme juré. J'adore cet épisode, j'adore Malcolm. Je l'ai vu il y a pas, mais je l'ai vu cet été encore pour la, je sais pas combienième fois. Mon père a déjà été juré, t'en ressors différent. Mais oui, les amis, parce que nous, évidemment, on a nos opinions, on a nos avis. Mais je vous jure, avoir la vie d'un homme entre ses mains et devoir juger de sa culpabilité alors que t'as pas de preuves, mettez-vous à leur place. Il n'y a pas de preuves. Alors oui, on peut faire plein d'interprétations, il y a plein de trucs bizarres, il y a plein de témoignages de personnes qui disent qu'il était maltraitant avec ses enfants, maltraitant avec Delphine, qu'il n'était pas un bon mari, qu'il n'était pas un bon père, qu'il a menacé de mort, etc. Évidemment que ça va peser un petit peu sur la balance. Mais franchement, moi, je me mets à leur place et je suis tellement contente de ne pas l'être. Hein. Vraiment. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, évidemment, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais on parle de rendre un verdict. Ça va être très compliqué, je vous jure. Il y a toutes les preuves et l'escalade de la violence. Et évidemment, il y a une escalade de la violence et il y a un schéma qu'on retrouve dans beaucoup de féminicides. C'est pour ça que moi aussi, parce que mon opinion, vous la connaissez, moi. Mais je vous dis juste, ça va être très compliqué pour les jurés, vraiment. Comment être sûr de décider coupable ou non? J'ai peur que le manque de preuves joue en sa faveur. Je n'aurais pas pu dire coupable à ce moment du procès. Donc ça va... Ouais, oui. Là, ça va sûrement jouer en sa faveur. Mais encore une fois, le doute doit profiter à l'accusé. Et en même temps, s'il est vraiment coupable, ils vont le laisser dehors et il va peut-être récupérer ses enfants. Et enfin, franchement, cette affaire, c'est un vrai casse-tête, vraiment. Moi, j'ai l'intime conviction qu'il est innocent, mais je sais pas l'expliquer. Et c'est pour ça que ça s'appelle une intime conviction.
Bah, si tu arrives à déceler le pourquoi du comment, j'ai envie de lire vos avis. Hein. De toute façon, nous, on peut donner nos avis, ça va rien changer. Mais ouais, franchement, je me mets à la place des jurys, je vous jure, c'est pas facile. Moi, je le condamne, s'il est innocent, il paiera pour les violences sur les gosses. C'est aussi un moyen de rendre un petit peu justice, ce que je peux comprendre. Il y aura certainement un appel, ces avocats vont encore nous sortir de dinguerie. S'il manque les preuves les plus déterminantes, ils vont devoir juger selon leurs intimes convictions. Oui, oui. Mais ça va être compliqué. Vraiment, ça va être compliqué. Mais moi, je vous dis, là, on arrive vers la fin du procès. Il reste encore une bonne semaine. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être un acquittement. Moi, je vous le dis. Parce qu'au vu de l'affaire et au vu du dossier qui est très maigre, très honnêtement, il y a un monde où il est acquitté. Son attitude et ses réponses le desservent à la barre, le desservent. Mais je suis totalement d'accord, je suis à 100% d'accord. Et c'est pour ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en fait, frérot, ils ont pas de preuves. Joue le RP. Joue le RP Marie éplorée. Et il le fait pas. Et je comprends pas pourquoi il le fait pas. Pour moi, c'est de la folie qu'il ne le fasse pas. Même s'il est coupable, mais fais-le. Sur notre canapé, c'est facile de dire je pense qu'il est coupable, qu'il a tué, mais jurer, c'est pas pareil. Tu as la vie d'une personne dans la salle au moment de délibérer, impossible de dire coupable. Mais évidemment, mais c'est pour ça, je vous dis, nous, on est bien. Je vous jure, moi, je suis bien là, hein, en live. Ah, je suis très bien, je donne ma petite opinion, c'est très bien. Mais être juré, cette affaire, c'est un vrai casse-tête. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Il y a tellement de mystères, Et regardez, quand on avait juste le doute sur l'amant, comment on commençait à switcher, à se dire, ah, il y a peut-être un autre scénario. Et il y a peut-être un autre scénario qui s'est passé, qu'on n'a pas pensé, et qu'on ne saura peut-être jamais. Et d'un autre côté, moi, j'ai tellement de la peine parce que je me dis, putain, Delphine, elle est où? Et je voudrais qu'on lui fasse justice. C'est ça aussi qui forge aussi ma conviction. J'oublie pas qu'il se fait appeler le magicien s'il n'est pas coupable, c'est ignoble de faire croire à tout le monde qu'il l'est. Mais en plus, je crois qu'il y a les co-détenus juste après. Donc on va continuer, mais je crois qu'il y a les co-détenus qui vont venir pour témoigner de ce qu'ils ont entendu et de ce qu'il leur a dit, quoi. Le problème, s'il est condamné mais innocent, c'est pas pour lui, parce qu'on va pas se mentir, il mérite pour ses enfants. Mais ça voudrait dire qu'il y a peut-être un meurtrier en liberté. Mais en fait, c'est pour ça. Moi, j'aimerais qu'on rende justice à Delphine aussi. Et s'il est innocent, s'il a rien fait, et que c'est peut-être juste il est débile et qu'il sait pas au moins faire le RP du mari éploré, Delphine, elle est où? Et qui c'est qui lui a fait du mal? Elle a pas pu disparaître comme ça. Mais on saura jamais, on saura peut-être jamais. On saura peut-être jamais. Après, moi, très honnêtement, je vous l'ai déjà dit, hein, mais le fait de condamner un innocent à de la prison, franchement, je suis pas d'accord. Vraiment, je suis pas d'accord. La prison, c'est pas il y est déjà, hein. Mais je sais pas, par exemple, tu prends des années, ne serait-ce que tu prends juste 1 an de prison. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe en prison. En prison, t'es qu'avec des criminels. Tu ressors de la prison, qu'est-ce que tu vas faire? Tous tes contacts, maintenant, c'est des criminels. Tu vas faire pire. Ta vie, elle est pour toi, elle est foutue après, ça y est. En plus, en France, pour se réinsérer, bonjour. C'est moi... Enfin... Après, vous connaissez mon avis. Hein. À 99,80%, je suis sûre qu'il est coupable. Ouais, bah oui. Pour habiter dans le coin de Cagnac, ça me fout tellement dans le mal d'imaginer que mes enfants pourraient tomber sur Jubilard au détour d'une boulangerie. Mais compréhensible à mort aussi. Compréhensible. Compréhensible. De toute façon, je pense qu'il va devoir déménager si jamais il est innocenté et qu'ils doivent rentrer chez lui. Hein. Et pendant la durée du procès, on a un avis, une conviction, mais lors des plaidoiries, là, c'est horrible, tu changes d'avis à chaque parole des avocats au procureur. C'est impressionnant, les plaidoiries. En tant que jury, c'est chaud en ce moment-là. C'est vrai. D'ailleurs, les plaidoiries vont commencer la semaine prochaine. Et je crois que la dernière plaidoirie, ce sera le 16 octobre. Et ce sera la plaidoirie de la défense. Donc, préparez-vous aussi. Déjà qu'on a maître Emmanuel Franck qui est bien énervé. On verra bien. Déjà, avant la prison, il n'arrivait pas à s'insérer dans la vie active, en vrai. Mais c'est pour ça, franchement... Bon, après, ça, c'est mon avis sur la prison. Vous le connaissez. Après, je sais que, voilà, il y en a plein, ils sont même pour la peine de mort, etc. Mais moi mon avis, c'est... Bon, bref. On va pas rentrer dans le débat. En plus, on a encore la journée à faire.
Bah, tu cries au moins ton innocence, tu fais tout pour aider. Mais bien sûr, évidemment. Mais son comportement, il est, il est plus que suspect. Il est plus qu'indélicat. Il est insultant, son comportement. Et ça, vraiment, sur ça, c'est même pas mon avis. Hein. C'est un fait. Ça, on a la preuve. On a eu la preuve sous nos yeux. Contre la prison, sauf pour Sarko. Lui, il avait déjà le carnet rempli de criminels. Lui, il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin d'aller en prison. Allez, on continue, les amis, parce que sinon... Sinon, on va pas y arriver. Allez, on continue, les amis. Du coup, après une pause d'audience, on reprend avec les questions des avocats généraux Pierre Aurignac, qui lit les déclarations d'une certaine Marie L, venue déjeuner chez Cédric Jubilard en compagnie de Nadine le 15 mars 2021, donc 3 mois après la disparition de Delphine. Au moment du dessert, elle raconte que Nadine Jubilard s'est levée pour aller chercher une pelle à tarte dans un tiroir, et là, son fils entre dans une colère noire. Il criait après elle en disant qu'elle ne devait pas toucher à ses affaires, a relaté Marie L. Il lui hurlait dessus, il l'a saisie par les poignets, l'a plaquée contre le mur et l'a sommée de se taire, a expliqué Marie, alors elle-même tétanisée par cet accès de violence. Alors au début j'étais là, mais attendez, je vous jure, au début j'étais là, on s'en fout un peu de comment on va couper la tarte. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette... Sa propre mère? Il l'a saisi par les... Il lui a hurlé dessus. Il l'a saisi par les poignets, il l'a plaqué contre le mur et il l'a sommé de se taire. Mais déjà, je pense qu'elle parlait pas beaucoup étant donné qu'il était en train de la plaquer contre le mur. Cet homme est d'une telle violence. Il est violent avec tout le monde, avec sa propre mère. Après, excuse-moi, ta propre mère n'arrive pas à reconnaître la violence. Pour elle, c'est normal. Regarde comment il l'a traité après. Tu dis à ton enfant que la violence, violence, c'est pas trop le terme, c'est pas le bon mot. Il l'a corrigé. Ben voilà, toi aussi, tu te fais corriger par ton propre fils après. Et il lui a fait fumer 20 joints d'un coup. T'imagines? Voyez, en fait, c'est ça, tu vois. Imaginez. Parce qu'on a l'impression que les enfants, les ados, c'est pas des êtres humains à part entière. Mais imaginez, il aurait fait ça à sa mère. Il lui aurait fait fumer de force des joints ou j'en sais rien. J'en ai frissonné, je te jure. Franchement, même moi, j'ai pas compris. Je vous jure, en plus, j'étais là, ouais, c'était en repas, ok, il y a un dessert, très bien. C'est chaud de faire ça à sa mère. C'est n'importe quoi. On continue. Olivier, le mari de Nadine, n'aurait pas bougé et aurait... Bougé? Pourquoi faire? Arrêter de la violence? Le mari de Nadine n'aurait pas bougé et aurait juste dit à Cédric de respecter sa mère. Mais c'est quoi? Mais moi, même si c'est pas ma mère et que je vois ça devant moi, je réagis. Je m'interpose. Je plaque l'autre contre le mur et elle regarde droit dans les yeux en lui disant « Mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi ?» Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus, reçois la délivrance maintenant au nom de Jésus, reçois la libération maintenant au nom de Jésus. Bah, va dire ça à Cédric Jubilard et à la famille Jubilard, parce que je comprends rien, moi, à cette famille. Hein. Vous savez, c'est des médiums en cherchait Delphine. J'y crois pas de fou, mais ça arrive souvent dans les disparitions. Alors, j'avais lu plusieurs fois des témoignages de personnes qui disaient... de médiums qui disaient qu'en gros, Delphine était morte et que c'était Cédric qui l'avait tuée. C'est revenu plusieurs fois, et de médiums différents. Après, on y croit, on n'y croit pas. Attends, il battait Cédric jeune, et là, Cédric s'en prend à sa mère et il bouge pas, il a perdu ses couilles, le Olivier. Ben en fait, c'est... Mais même, enfin... C'est de la violence. C'est la normalisation de la violence dans le cadre familial, tout va bien. Il lui dit juste respecte ta mère. On continue. Franchement, je suis épuisée. À ce moment-là, Cédric est rentré dans la maison et s'est mis à hurler sur elle à nouveau. Il l'a empoigné, a de nouveau immobilisé sa mère et lui a dit « Tais-toi, tu sais que j'ai besoin de toi. » J'en ai encore des frissons, a détaillé Marie. À la barre, Nadine Jubilard confirme à l'avocat général que cette scène a bien existé, mais le magistrat ne lui pose aucune autre question et ne lui demande pas de précision. Donc ça s'est vraiment arrivé.
Je t'écoute en pleine préparation de mon premier butternut. D'habitude, j'écoute après la diffusion, mais là, c'est le live. Bah écoute, très bien. Et bon appétit à toi après. Ce- Si vous vous trouvez dans cette situation, disparition d'un proche, ne donnez pas votre argent à ces escrocs, s'il vous plaît. Ah, tu parles des médiums? Ouais, moi, je sais pas que je dis pas que je crois pas trop, c'est pas... Je sais pas, j'y ai jamais pensé, en vrai. Mais c'est vrai que je l'avais vu. Pipa, tu veux du konjac? C'est quoi konjac, déjà? Un aliment de la cuisine japonaise. Ah, ça, ah oui, c'est ça. Bah oui, j'en veux. Oui, pourquoi? Eh, à chaque fois, vous me proposez de la bouffe, moi je dis oui, en fait. Vous avez compris ou pas de comment je fonctionne? Bon, allez, on continue. Ça me fait du bien de rigoler un peu parce que là, je vous jure que c'est n'importe quoi. Son comportement en trigger de ouf. Bah, c'est un homme violent. Hein. Cédric aurait tellement eu besoin d'une thérapie pour extérioriser sa colère. Tellement. Je vais faire passer une loi. On remplace le terme cassos par jubilard. Ah là là. On continue. Interrogé sur la réaction de Louis, pardon, le fils du couple, Marie se souvient que le petit garçon... Putain, en plus, le petit garçon était là, quoi. Et il voyait son père en train de martyriser sa grand-mère. C'est épuisant. Il était au salon en train de jouer avec ses Legos, il n'a pas bougé. J'ai eu l'impression qu'il avait l'habitude de ce genre de scène. Mourad Batik, avocat de plusieurs membres de la famille de l'infirmière disparue, lui demande pourquoi, selon elle, son fils continue d'avancer la piste d'une radicalisation religieuse soudaine de celle-ci pour expliquer sa disparition. Nadine Jubilard est de nouveau gagnée par l'émotion. Je cherche mes mots, souffle la mère de l'accusé. Pour ma part, c'est de l'incompréhension, mais... poursuit-elle en tentant de respirer calmement. Pour se couvrir, ajoute-t-elle. Malika Chmani, avocate... J'ai pas compris pourquoi elle dit ça. Avocate des enfants du couple Jubilard, l'interroge sur la phrase de les phrases de menace de Cédric Jubilard qu'il a proférées devant elle. J'en ai marre, elle m'énerve, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne va la trouver. Elle ne parvient pas à répondre sous le coup de l'émotion. C'est une véritable torture, répète-t-elle accrochée au pupitre. Je comprends qu'elle soit... voilà. Mais bon. Mourad, il lâche pas le steak. Franchement, Mourad Batik, c'est un bon avocat. Hein. On continue. Depuis le début, on lit que beaucoup de gens savaient les violences, mais personne ne faisait rien. Mais pourquoi? La sidération, je pense. C'est vraiment un contexte hyper glauque. Pauvre femme qui a été sacrifiée dans tout ça. Ouais. Du coup, donc Nadine répète, c'est de la torture. L'avocate lui dit, je sais que c'est difficile pour vous de répondre, mais je ne l'ai pas inventé cette phrase. Je rebondis dessus. Je comprends très bien, mais je ne peux pas, articule Nadine, Jubilard, très émue. Malika Chmani lit une déclaration de Cédric Jubilard qui lui aurait faite. À part toi, maman, et ma femme, ce sont toutes des salopes. Nadine Jubilard confirme à la barre. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est vrai, il a même pas cité sa fille, Gertrude. Merci pour les cheers. Je déteste, mais alors je déteste les gens qui font ça, qui disent ça. D'où il y a que ta mère et sa femme, bon, il a eu la décence de l'inclure, si on peut appeler ça de la décence, c'est les seuls à pas être des salopes. Toutes les autres, c'est des salopes?
Et les autres, c'est pas les femmes de quelqu'un, les mamans de quelqu'un, et même, c'est pas juste des êtres humains, on n'a même pas besoin d'être reliés par un lien de parentalité ou phrase d'incel marié. Putain de merde. Je vous jure, cette phrase, elle me trigger, vous savez même pas à quel point. J'étais pas devant, il a dit quoi? Il a dit, à part toi, maman et ma femme, c'est toutes des salopes. Et sa mère et sa femme, deux personnes qu'il violente. Donc ça veut dire, même quand t'es pas une salope à ses yeux, il va quand même te frapper. Premier Prime sur Twitch. Incroyable, Anaïs, installe-toi. Phrase de cocu. On continue. On continue, franchement, ok. Donc Nadine, elle confirme. On lui demande comment elle a parlé de la disparition de Delphine Jubilard à Louis. Parce que Cédric refusait de lui apporter des explications et en avait chargé sa mère de le faire. Il a même pas parlé avec son fils pour lui dire « Ouais, ta mère, elle a disparu, on sait pas ce qui s'est passé. » Nous faire traiter de salope par un pendant qui schlingue, ça m'en touche. Une sans faire bouger l'autre. En vrai, la baffe de crapaud n'attend pas les blanches colombes. Je vous jure. Les blanches salopes. Ah là 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 là. Il déteste sa femme, mais aussi toutes les femmes. Exactement. Il ne se contente pas juste de détester sa femme. Il déteste aussi sa mère, puisqu'il la violente. Je suis désolée, c'est de la haine. Hein. On continue. C'est dingue quand même, franchement. Alexis Chen sort de ce corps, je te jure. C'est, voilà, les discours masculinistes encore et encore et encore. Voilà ce que ça donne en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de discours. Parce que regardez comment on finit après. Du coup, il avait chargé sa mère de le faire. Je lui ai dit, maman, elle n'est pas au travail, elle n'est pas au lit, elle est allée se promener dans la forêt et elle s'est perdue. Il me demande comment elle fait pour se... il me demande... Oh. Pardon. Il me demande comment elle fait pour se nourrir. Le fils qui demande ça à sa grand-mère quand elle lui dit que sa mère s'est juste perdue dans la forêt. Et j'ai dit qu'elle a sûrement trouvé une cabane et qu'elle attend qu'on vienne la chercher. Ah, putain. C'est horrible. Je vais pleurer. Mais moi aussi, je vais pleurer. Franchement, c'est trop triste. En plus, elle lui dit oui, elle attend peut-être dans une cabane, on va peut-être aller la chercher. Peut-être que c'était maladroit, c'est elle qui parle. Car on m'a dit que Louis avait peur de se promener dans les... En plus, j'allais le dire. J'allais dire, maintenant, quand il doit aller dans la forêt, il doit aller chercher sa mère et tout. On m'a dit que Louis avait peur de se promener dans les bois maintenant, reconnaît Nadine. Mais à l'instant T, ça m'a semblé être la façon la plus douce de lui annoncer, explique-t-elle. Bah oui. Oui. C'est terrible de dire ça, oui, mais franchement, comment t'annonces à ton fils que juste elle a disparu? Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi Louis a dit que maman avait pas une bonne idée d'aller se promener dans la forêt. Oui, c'est vrai qu'il l'avait dit. On continue. Franchement, c'est triste. Mais c'est vrai, comment tu fais? Enfin, bref, maître Laurent Nakache-Arfi, toujours côté partie civile, relève ses propos concernant la phrase de menace que Cédric Jubilard avait proférée à l'encontre de son épouse. Vous avez dit « Je regrette de ne pas avoir donné plus de sens à cette phrase », observe-t-il. « Qu'est-ce que vous auriez pu faire ?» lui demande-t-il. Nadine Jubilard respire, s'accroche au pupitre. S'il avait pris peut-être un peu plus au sérieux cette phrase, on n'en serait peut-être pas là, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc elle le pense coupable, hein, ça veut dire. J'aurais peut-être plus approfondi l'idée et l'esprit de mon fils pour savoir, estime-t-elle. Vous auriez tout fait pour ne pas qu'il la tue lui demande l'avocat. Ouh, elle prend sa respiration à nouveau. Si vous le dites, mais ce ne sont pas mes mots, répond Nadine Jubilard. Vous avez levé le voile sur ce qu'est aujourd'hui votre positionnement. On a compris que vous n'avez strictement rien à gagner de ce procès. Vous n'allez pas demander d'argent, lui demande son avocate Géraldine Vaillat. Non, je m'en fous, répond sa cliente. Moi, ce que j'attends, c'est une vérité, quelle qu'elle soit, judiciaire ou pas, poursuit-elle. Mais je veux une vérité, pour pouvoir toujours être droite et rester droite devant mes petits-enfants. Et un jour, s'ils me questionnent, pouvoir leur dire « J'ai essayé, j'ai cherché à connaître la vérité », détaille Nadine Jubilard. Je culpabilise de ne pas avoir forcé la relation que je pouvais avoir avec Delphine, car je suis restée sur un seul son de cloche. Et en principe, ce n'est pas moi
J'aime connaître les deux versions d'une chose, ajoute-t-elle. Elle explique s'être interdit d'aller la voir lorsque son fils lui a annoncé qu'elle voulait divorcer. Ah ouais, quand même. Je voulais pas qu'elle interprète mal mon intervention auprès d'elle, ma façon d'arriver tout d'un coup comme pour faire copinage, explique Nadine Jubilard. Géraldine Vaillé rappelle qu'une confrontation a eu lieu avec son fils le 17 juillet 2021 entre 22h30 et 23h. Est-ce que vous l'avez senti vaciller, lui demande-t-elle. Non, il était assis sur sa chaise, il faisait toujours des mouvements de non avec la tête. J'étais pratiquement à genoux devant lui à le supplier, relate Nadine Jubilard. Putain, ils l'ont confronté avec sa mère. J'étais tellement mal que je tenais la main de mon avocate. À ce moment-là, il n'a pas vacillé, il est toujours resté sur « j'ai rien fait et c'est pas moi », se souvient-elle. La présidente demande à la défense si elle a des questions. Alexandre Martin prend le micro et déclare que Cédric Jubilard leur a demandé à Emmanuel Franck, sa consoeur, et à lui de ne pas poser de questions à sa mère. Donc, acte. La présidente fait lever Cédric Jubilard dans son box et lui demande s'il a quelque chose à dire sur tout ce qui a expliqué sa mère. Non, j'ai rien à déclarer. Je bégaye carrément. Non, j'ai rien à déclarer de plus, dit l'accusé sans émotion particulière. Vous n'avez rien à déclarer de plus, interroge la présidente. Non, répond-il. Elle ne lui pose donc aucune question. Et lorsqu'un avocat côté partie civile prend le micro, la magistrate prévient qu'elle ne veut pas qu'une question autre qu'une réaction à une impression générale sur le témoignage de sa mère lui soit posée. Il n'y a donc pas de question pour Cédric Jubilard. On entend ensuite Olivier F., le mari est venu, le beau-père de Cédric. Le mari de Nadine Jubilard. L'homme est très grand et costaud, il est vêtu d'un pull blanc, ne comprend pas pourquoi il est cité comme témoin, il n'a pas envie de parler et le montre, en répondant le moins possible aux questions posées. Pour un homme violent, on n'est pas étonné. La présidente lui rappelle que Cédric Jubilard n'a jamais vécu à temps complet à leur domicile, en partie à cause de son comportement violent. C'est ce qu'on dit, oui, répond Olivier. Ah, c'est ce qu'on dit. C'est la rumeur du coin. Eh bien, dis donc. C'est dingue quand même. Je sais pas, c'est le moment de t'excuser peut-être. De faire un mea culpa. Et d'ajouter devant l'insistante de la présidente, violent non, autoritaire oui. Alors c'est quoi être autoritaire, lui demande-t-elle. Il y avait des règles à respecter, dit le témoin. Oui, mais peut-être être autoritaire par la voix, par des punitions. Oui, mais on peut être autoritaire par la voix, pas par des punitions et par de la correction physique, énumère-t-elle. Oui, pardon. On peut être autoritaire par la voix, par les punitions et par la correction physique. Oui, par les trois, rétorque Olivier. Donc, ok. Donc, sachez, les amis, que vous pouvez être autoritaire. C'est pas être violent, mais être autoritaire, c'est corriger physiquement ses enfants. Et connard, oui, de ouf. Je te jure, putain. Ah là 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 là. C'est dingue. La présidente lui précise que ces actes de violence dont il a fait preuve à l'égard de Cédric Jubilard ont été confirmés par un certificat médical. Un certificat médical, demande-t-il, semblant découvrir l'information. Oui, et votre épouse a quitté votre domicile quelques mois en raison de ces violences en décembre 99. Ça vous parle ou pas, demande la présidente. Olivier ne répond pas. Son audition se poursuit. Sur cette tonalité, les avocats des parties civiles posent quelques questions, mais ne tirent pas grand-chose d'Olivier F. La défense, quant à elle, ne l'interroge pas. Donc les avocats de Cédric ne l'ont pas interrogé. C'est dingue. Nickel, je vais en coller une à mes filles tout de suite parce qu'elles ne veulent pas dormir. Mais c'est parfait. Tu nous fais une petite photo. J'espère qu'elles auront les joues rouges et peut-être un peu de sang. Tu sais, c'est ça l'autorité. C'est dingue. Être autoritaire, c'est exercer une domination sur les enfants et donc c'est violent. Aussi. Aussi. Accessoirement. Mais quand on dit que le rôle d'un parent, c'est de cadrer, certains, je pense qu'ils se croient chez les militaires. Hein. C'est dingue. On continue. Du coup, j'ai manqué une partie de l'audience. Ah, mais je reprends maintenant avec la déposition de Marc Aurel, ancien compagnon de détention de Cédric Jubilard, au quartier d'isolement. Il était en cellule 9 et l'accusé en cellule 8. Non, pas de sang, pipa, ça laisse des traces. Voilà. Ça, c'est des personnes prévoyantes, comme ça, pas de certificat médical. Ah, c'est fou, quand même. Du coup, la présidente lui fait savoir qu'il ne pourra pas venir et coup de théâtre. Le témoin est finalement présent. Ok. Doudoune noire, pantalon beige, cheveux noirs coupés ras. Il explique avoir rencontré Cédric Jubilard lors d'un transfert au centre pénitentiaire de Toulouse-Seyss. Marc Aurel venait de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis après avoir été interpellé sur un mandat d'arrêt. Pourquoi étiez-vous au quartier d'isolement, lui demande la présidente. Pour des agressions sur le personnel avant.
Ok, donc il a agressé le personnel de la prison de Fleury-Mérogis. Ok. Qui a précisé avoir été libéré en décembre 2021 après avoir passé 1 mois et demi au centre pénitentiaire de Seyss. Il affirme avoir aperçu physiquement Cédric Jubilard lorsqu'il se rendait à la muscu, mais autrement, ils ne pouvaient dialoguer ensemble que par la fenêtre car ils étaient à l'isolement. Il affirme que les autres détenus insultaient Cédric Jubilard, l'accusant d'avoir tué sa femme, et il criait qu'il était l'homme le plus cocu de France. Un jour, Cédric Jubilard se serait confié à lui. Il m'appelle à la fenêtre, il me dit « Tu sais que je m'en suis débarrassé ?» J'ai pété les plombs. J'ai dit « Mais quoi ?» Il dit l'autre. Il dit « Ils n'ont même pas retrouvé le couteau, ces abrutis, détaille-t-il. » Je croyais qu'il avait étranglé. Et mon voisin de cellule l'a entendu, complète-t-il. Cédric Jubilard, lui, aurait précisé. J'ai vu qu'elle a envoyé des messages à l'autre PD. J'ai pété les plombs, je m'en suis débarrassé. Plus tard, le peintre plaquiste aurait ajouté. Tu sais, qu'est-ce que ça fait si j'enterre quelque chose ? Si ça peut sortir ou pas sortir ? Mais hein ? Marc Aurel aurait proposé de l'aider à cacher ses méfaits en le mettant sur le dos de l'amant de Delphine Jubilard. J'arrive, je le prends, genre enlever le corps. Je l'enlève de l'endroit où il est et je trouve de l'ADN de l'amant. Je le mets dedans pour dire que c'est pas à toi, relate-t-il. J'espère que là, il peut être poursuivi, le Marc, pour avoir dit ça, non ? Le témoin parle de manière très décousue. Ce n'est pas toujours facile à suivre. Fais du mieux, Juliette. Le couteau est caché avec la pelle à tarte, mais peut-être. Quand il hurle sur sa mère car il ouvre un tiroir, aurait-il planqué un truc dans ce tiroir qui pourrait l'incriminer ? Peut-être. Peut-être. Marco, il donne mal au crâne. Ouais, mais en gros, il a proposé à Cédric que s'il voulait, il pouvait faire en sorte de récupérer de l'ADN de l'amant. Qu'est-ce que je vous ai dit sur la prison, les amis ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Hein ? Tu te fais pas des copains qui vont t'aider à faire ta comptabilité. Hein. Donc, le co-détenu, il lui a dit, bon, tu sais quoi, je vais récupérer le corps, je vais mettre l'ADN de l'amant, comme ça, t'inquiète, toi, tu sors. C'est qui, Marc ? C'est le co-détenu. École du crime. GG Juliette pour arriver à en tirer quelque chose d'à peu près clair, c'est clair. Cédric a refusé que ses avocats interrogent sa mère. Oui, ça on l'a vu tout à l'heure. Marc, on continue. Du coup, il affirme que Cédric Jubilard lui a affirmé que le corps était caché dans un endroit qui a déjà brûlé avec 2 accès. Marc Aurel assure que Cédric Jubilard appelait toujours Delphine, l'autre en détention, et son amant, l'autre connard. Pourquoi vous en parlez à la gendarmerie, lui demande la présidente. Il donne toute une explication qu'on ne comprend pas très bien et ajoute « S'il n'y avait pas eu les enfants, j'aurais peut-être pas pris la même décision. » Cousin, tu lui as proposé littéralement d'aller récupérer le corps pour incriminer un autre homme. Comme ça, lui, il est innocenté. Après, t'es sorti de prison et t'as pensé aux enfants, c'est quoi ? Il serait ensuite allé échanger avec Séverine, qui était alors la compagne de Cédric Jubilard. Il affirme l'avoir rencontré à plusieurs reprises. Un incendie dans une mine, 2 accès. Peut-être pas une mine, mais en tout cas, le lieu a été brûlé. Qui trouve encore qu'il est innocent ? Mais en plus, je crois que c'est pas le seul co-détenu à qui il a parlé. Hein. On continue. Du coup, donc il a vu Séverine. Non. Oui. Du coup, Marc, il a vu Séverine, qui était alors la compagne de Cédric. Il affirme l'avoir rencontrée à plusieurs reprises et il constate que Cédric Jubilard lui a manifestement fourni les mêmes informations qu'à lui, faisant état d'un corps enterré dans un endroit qui a brûlé. Ok. Et il a affirmé avoir noté qu'elle avait peur de Cédric Jubilard car selon lui, il aurait dit « Tu sais, je me suis débarrassé de la première, je peux me débarrasser de la deuxième. J'ai eu ma conviction à moi et donc j'ai voulu l'aider », affirme Marc Aurel. L'avocat général relève que vous avez 2 condamnations pour subordination de témoins 2 fois à Ajaccio. On peut se demander si vous n'êtes pas un mythomane. Celui-ci demande pourquoi il est allé rapporter tout ça. Le témoin livre une explication que je ne comprends pas vraiment. Il parle vite et n'articule pas toujours. Il assure qu'il n'avait jamais entendu parler de l'affaire avant. À Paris, j'avais pas la télé et pas de radio. Le témoignage du co-détenu n'est pas logique. Pourquoi se vanter au tribunal d'avoir proposé d'être complice de CG si ce n'est pas pour faire son intéressant ? Mais franchement, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est lunaire. Non mais franchement, ça n'a pas de sens là. Je ne comprends rien. Je comprends pas.
On continue. Laurent Boguet, avocat de partie civile, reprend ses déclarations une à une en procédure pour clarifier. Manifestement, Cédric Jubilard n'était pas tranquille car il avait peur que la dissimulation du corps ne soit pas efficace à cause de la pluie, résume l'avocat. Oui, il parlait de deux copines à elle qui n'arrêtaient pas de fouiller dans la merde et il ne voulait pas qu'elles fouillent, rétorque Marc Aurèle. Arrive le moment où vous sortez. Lui, non. Et vous ne partez pas les mains vides. Vous avez des lettres clandestines à remettre à sa compagne avec des codes et des chiffres. On est dans Da Vinci Code ou quoi? L'avocat rappelle que c'est Marc Aurèle qui est allé lui-même à la gendarmerie, pas les enquêteurs qui sont venus à lui. Laurent Boguet poursuit son propos. Vous rencontrez Séverine à 4 reprises. La confiance est instaurée, surtout qu'elle n'est pas surprise quand vous lui parlez de la situation. Donc, elle accepte le dialogue. Malika Chmani, avocate de partie civile, lui demande quelle est son attitude en confrontation. Un enfant qui se prend pour une star et qui se fout du monde entier. C'est moi, moi et moi, répond le témoin. L'avocate précise qu'un autre détenu l'a traité de fou et de menteur. Êtes-vous fou et menteur, lui demande-t-elle. Fou, possible. Menteur, qui ne ment pas, mais pas sur ce point-là, tranche-t-il. Vous affirmez que vous ne mentez pas. Vous êtes sous serment, monsieur. Vous n'avez pas gagné de bénéfices, lui demande-t-elle. Que des préjudices, affirme Marc Aurèle. Emmanuel Franck, côté défense, constate. Lorsque Maître Boguet vous a demandé tout à l'heure pourquoi vous avez considéré qu'il fallait parler à la justice, vous aviez dit que vous auriez un code d'honneur, on ne touche pas aux femmes et aux enfants. Mais vous avez été condamné par la cour d'assises pour des viols avec actes de torture et de barbarie, lâche-t-elle. Une rumeur s'empare de la salle de retransmission. Sur une femme, précise-t-elle. Non, sur un garçon, rétorque Marc Aurèle. Oh waouh! Oh waouh! Et c'était pas avec acte de torture et de barbarie, mais avec un objet contendant, ajoute-t-il. Oui, donc acte de torture et de barbarie, répond l'avocate de la défense. Est-ce que tout le monde est sur le cul? Ça le décrédibilise tellement en tant que témoin, vraiment. Ils sont tous plus cons et dégénérés les uns que les autres. On continue. Vous avez également 2 condamnations pour subordination de témoin. C'est quand on tente de changer le cours de la justice qu'on fait en sorte que des gens disent des choses qu'ils ne devraient pas dire, relève-t-elle. Subordination de témoin, c'était sur ma copine que je voulais faire sortir du lot. C'était contre mon intérêt pour protéger ma compagne, pointe-t-il. Elle s'interroge sur la libération de Marco, le témoin fin 2021, dans un jugement qui n'est pas motivé. 15 jours plus tard, vous n'êtes plus dangereux et vous allez à la gendarmerie pour relater les propos avec Cédric Jubilard, observe-t-elle. L'avocat général intervient. On est en train de vous dire que parce que ce monsieur a parlé aux gendarmes, on l'a remis en liberté. On vous décrit un état policier où les policiers ont un pouvoir sur les juges, et là, je ne peux pas laisser passer ça. La défense accuse le témoin d'être un mouton, donc un indique de la police, placé sciemment dans la cellule à côté de celle de Cédric Jubilard pour le faire parler. Oh waouh! 95% de ce qu'il dit est faux, affirme Cédric Jubilard, interrogé par la présidente. Donc, il y a 5% de vrai, pointe la présidente. Alors, qu'est-ce qui est vrai, demande-t-elle. Comme quoi, j'étais le plus grand cocu de France, j'ai pu le dire, et ça c'est vrai, reconnaît Cédric Jubilard. Et sur où est-ce que j'ai mis le corps, j'ai dit que c'était à la ferme qui a brûlé. Ça oui. Quoi? Parce qu'il m'a gavé, parce qu'il ne... C'était pour qu'il ne me saoule plus, assure Cédric Jubilard. Donc il a réellement dit ça. Il a réellement dit qu'il a enterré sa femme dans une ferme qui a brûlé. Pour qu'on le laisse tranquille. Est-ce qu'on doit considérer qu'il s'agit d'une blague, monsieur Jubilard, demande la présidente. Tout à fait, oui. De mauvais augure, mais c'était une blague, soutient Cédric Jubilard. Non mais c'était même pas une blague, c'était pas pour le faire rire, c'était pour qu'il te laisse tranquille apparemment. Donc c'était un moyen d'avoir la paix. Donc c'est pas une blague. Donc même là, c'est pas bien décrit. La présidente lui demande ce que contenaient les courriers transmis à Séverine, sa compagne d'alors, par Marc Aurèle. Les codes, c'était pour qu'on se dise des choses un peu crues entre nous, affirme la... Oh putain... On entend à présent Erwan M., un ancien détenu qui a côtoyé Cédric Jubilard. L'homme ne semble pas dans son état normal, il est rieur et peine à articuler. Il semble avoir consommé un produit stupéfiant ou être alcoolisé. C'est compliqué le jour d'aujourd'hui. Hein.
C'est pas français, mais je le dis quand même. Tais-toi, Cédric, tellement. Il a dit à la fenêtre: j'ai fait le crime parfait, affirme Erwan. Resté 1 an à l'isolement après une évasion à Carcassonne. Mais c'est un film, putain. Je suis fatiguée. Et après, on doit enchaîner Pellico en plus, je suis trop fatiguée. Ça doit être lunaire sur place. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Du coup, il est resté 1 an à l'isolement, Erwan, après une évasion à Carcassonne. Il y a 40 détenus pardon, qui l'ont entendu. Si vous voulez le savoir, lance-t-il. L'avocat général note qu'il a pu dire que Cédric Jubilard se présentait comme une star du Tarn. Oui, c'est véridique, confirme le témoin Hilar. L'avocat général lit ce qu'il a pu déclarer. Le témoin concernant la manière dont Cédric Jubilard parlait de son épouse. Il s'en fout, il disait juste que c'était une traînée, une pute. Ah, ben tiens, c'est plus toutes des putes sauf maman et ma femme, relate le magistrat. C'est vrai, confirme Erwan. Il affirme que Cédric Jubilard pouvait péter les plombs régulièrement dans sa cellule, mais même s'il ne voyait jamais son visage. L'audience est suspendue, on reprend demain à 9h. Merci pour votre suivi de ce live tweet pour France Info. Merci Juliette Compion pour avoir essayé de retranscrire quelque chose de ces co-détenus qui, bon, il y en a un, il est venu sous stup, et l'autre qui a une condamnation pour viol et acte de barbarie, avec aussi 2 condamnations de subordination de témoins. C'était compliqué, c'était extrêmement compliqué, les amis. Vraiment, GG à Juliette, ça m'a fatiguée. Oh là là là, bravo Pipa, merci. Là, vous pouvez claquer vos primes. Sur YouTube, abonnez-vous, soyez membre, envoyez-moi des super chats. Sur Twitch, envoyez des cheers aussi. Là, j'ai fait du bon boulot, là. Là, franchement, c'est horrible. C'est tellement horrible. Est-ce qu'ils vont le chercher à cet endroit, du coup? Il me semble que, de ce que j'avais lu, ils sont partis chercher dans les fermes alentours, mais ils n'ont rien trouvé. GG Pipa, GG Juliette. Putain, tu peux pleurer. Non, mais c'est bon, là, je vais pas pleurer parce qu'il faut que je reste forte. On a le procès Pellico à continuer aussi. J'espère qu'on a tout eu aujourd'hui, c'était beaucoup. Bah ouais, c'était beaucoup, hein. Ça doit faire un bon 1h30, là, qu'on a Enfin, ça fait 2h30 qu'on est en live et 1h30 de retranscription de procès, quoi. Non, mais le gars, il vient à la barre, il est PTDR, l'autre, c'est un fou mytho, la mère, c'est une folle, c'est la réunion des glandus. C'est vrai que là, aujourd'hui, tous les témoins, ils étaient... Voilà, quoi. C'est vrai que nous, si on s'attendait à ce qui est... Enfin, moi, franchement, les co-détenus, c'est vrai que j'en attendais quand même un peu plus de leur part. Mais là, non, c'est pas sérieux, là. J'ai dû prendre mes décontractants avant. Moi, ce qui me trouble, c'est la mère de Cédric. C'est vrai que le témoignage de la mère de Cédric, moi aussi, il m'a... je suis mitigée. Je suis vraiment mitigée. Je suis contente qu'elle soit en quête de vérité, et c'est très bien. Mais d'un autre côté, vraiment, son premier statement, son premier constat de dire « Ouais, non, c'est pas de la violence », franchement, ça m'a refroidi. Hein.